le prochain thème que nous allons aborder, qui est les véhicules autonomes. Et précisément dans les véhicules autonomes, la question se pose de savoir qui est responsable quand l'autopilote est engagé. Et donc, conduire une voiture, c'est quelque part comme disposer d'une arme, parce qu'un accident, ça peut tuer. Et donc, c'est un sujet qu'on va aborder. Juste pour terminer sur le contrôle par robot, aux États-Unis, il y a un décret qui vient d'être pris et qui permet aux autorités, aux postes de frontière, de vous demander vos accès sur les réseaux sociaux pour vérifier qui vous êtes. Puisque finalement, les réseaux sociaux, c'est de loin la meilleure manière de savoir si quelqu'un a plutôt un profil suspect ou plutôt un profil quelconque. En Israël, il y a une société qui a développé des nouvelles bornes qui délivrent les cartes d'embarquement pour accéder à des avions. Ils les ont équipées avec des caméras, ils ont développé des outils d'intelligence artificielle qui permettent de mesurer des micro-mouvements de la pupille qui sont des indicateurs de stress. Et donc là, c'est un peu plus que juste checker l'identité, c'est que la machine est capable de décider si oui ou non elle vous donne une carte d'accès à bord. Et donc, on arrive dans une ère où l'intelligence cognitive, qui est si bien inventée par IBM, va prendre des décisions en ce qui concerne nos libertés de mouvement, y compris notre responsabilité. Et donc, sur le thème auquel nous arrivons, qui est celui des véhicules connectés, je voudrais savoir qui parmi vous a déjà conduit une Tesla? Est-ce que dans l'audience, quelqu'un a déjà conduit une Tesla? Non. Qui parmi vous a déjà fait de l'aviation sous forme amateur? Qui? Quel type d'avion? Plusieurs types d'avions, mais... Avec de l'autopilote? Avec des pilotes automatiques, bien sûr, oui, certifiés. Certifiés. Vous pouvez nous dire si vous l'auriez laissé décoller ou atterrir, s'il en avait eu la possibilité? D'abord, décoller et atterrir, c'est la partie tout de même très agréable du vol, donc surtout pas, je ne vais pas lui laisser avoir ce plaisir. Mais surtout... S'il avait pu le faire, vous l'auriez fait? Pour être plus sérieux, déjà non, c'est de l'aviation privée, donc on est dans un type de certification qui est plus légère que ce qui se fait dans l'aviation commerciale. Mais surtout, il y a tout de même un principe, qu'on soit en aviation commerciale ou privée, que le pilote doit avoir les mains proches des commandes et être capable, en toute situation, de reprendre le contrôle. Et là, on arrive sur un principe sur lequel on pourrait parler beaucoup, qui est le principe de précaution. Il faut tout de même que l'humain ait la responsabilité et la décision in fine. Alors, je veux poursuivre et rebondir. Cameron, Intel vient de racheter Mobileye pour 15 milliards de dollars. Vous savez, Mobileye, c'est une très belle réussite israélienne qui est spécialisée dans les lidars, qui sont un type de radar spécifique pour l'assistance à la conduite. Et le fondateur de Mobileye a déclaré que dans 20 ans, il sera illégal de conduire une voiture. IBM a beaucoup d'actions et d'investissements dans le domaine de la vision et de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez, comme lui, que dans 20 ans, il sera illégal de conduire une voiture parce qu'un programme fera ça mieux qu'un être humain? I don't know about illegal. I think what we have to look at is the benefits of the safety of an autonomous vehicle versus the potential threats. So we already have systems now that can detect probably just as good, maybe soon better, potential accidents, impending accidents, whether it's somebody running into the road or driving through a light. And these systems in cars can have tremendous safety. I mean, think about if you're falling asleep without the wheel, maybe you have a heart attack, some other health activity in your car. The advantage of having the car then guide you to safety seems like a tremendous benefit. So the safety and the aspects are tremendous, and I think that's going to be ultimately what we look at. But obviously then there's the threats. And you think about, okay, well then can they be hacked into? Can they be
used for nefarious purposes. I mean, I think if you think about cars that are going to be able to have this type of detection, collision avoidance systems, then perhaps they're also then saving lives in itself. Think about what happened yesterday in London. I mean, if you have a car that can detect collisions and stops automatically, or detects erratic driving behavior and stops, that's the kinds of things that probably can maybe, I don't know, maybe prevent some of those types of incidents. So I think you have to look at the safety. I think we'll be driving less and less. We'll have more of these systems taking over. They already are. And so that's, it'll be exciting to see. Merci. Rafi, est-ce que vous accepteriez de ne plus avoir de voiture privée et d'utiliser simplement un service de voiture autonome en usage partagé, ou est-ce que vous pensez que c'est important de continuer à être propriétaire d'un véhicule et de continuer à le conduire? Let me start by saying that Amnon Shashua, the CEO of Mobileye, gave a lecture in the Technion a year ago, and he told us he drove all the way from Jerusalem to Haifa, which is a 2-hour drive, without touching the steering wheel or the brakes. But he's the only one allowed to do it in Israel. But I believe the models of 2021 or 2022 are going to have it in the cars already as almost a common feature. So I think, let's face reality, the autonomous car is with us, and we need to make sure that it has more benefits than threats and so on. As for myself, it depends. If I go for fun, I like driving. But if I go on routine or whatever, it's like, consider you, all of you, I believe, or most of you take trains or take planes, and I don't think you have the urge to drive the train or the plane. So in a sense, for routine missions or whatever, I think that using an autonomous car that is going to take you to where you need to be, I feel good about it. Alors il nous reste 5 minutes. Jonathan, je sais que tu es un geek accompli. Tu as peut-être vu l'image de ce drone de transport de passagers qui est fait par une boîte taïwanaise et qui est entièrement autopiloté. Tu le prendrais pour te rendre à ton travail? Oui, je le prendrais complètement. Bon, en bon français, on est très attaché à nos libertés, donc j'aimerais pouvoir garder ma voiture et la conduire quand je veux. Et en France, ce que l'on peut constater, c'est que la plupart des accidents de la route sont liés à des fautes du code de la route, au non-respect des distances de sécurité. Pour cela, les voitures connectées sont extrêmement utiles, parce qu'elles empêcheraient les excès de vitesse dans les zones dites à risque. Par ailleurs, je ne pense pas que ce soit une nécessité de l'obliger. Par contre, effectivement, l'obliger, l'automatiser dans ces espaces, c'est très important. Et pour le transport en drone, je serai le premier à monter dessus. Ça, j'en doute pas un instant. Philippe, vous savez que chez UPS, ils ne font jamais de virage à gauche et que ça leur fait économiser 10 millions de kilomètres par an. Est-ce que vous pensez que le big data, c'est ce qui va permettre de rétablir dans les réseaux de transport urbain à la fois un air non pollué et une absence de bruit liée à la circulation? On peut toujours être optimiste. Juste pour revenir sur la voiture, on a un département entier qui travaille en recherche pour qu'il y ait 100 fois moins d'accidents. Il y aura 2 conséquences. D'abord, le marché de l'assurance, c'est 70% aujourd'hui l'automobile. Donc, ils y réfléchissent avec nous, ils pensent remplacer ça par de l'assurance cyber-risque. Bon, donc, vous voyez, on n'élimine pas le risque. Et puis, il y aura une autre conséquence, c'est que le principe de précaution voudra qu'on interdise aux gens de conduire. Ce sera peut-être une bonne chose. Alors, le big data dans tout ça, c'est pour la mobilité, que les gens travaillent dessus, pour faire des économies d'énergie, des choses comme ça. Nous, on a travaillé sur la smart grid. Moi, j'ai toujours l'esprit mal tourné. J'essaie de sécuriser ça par rapport à des gens qui nous voudraient du mal. Il y a 2 phénomènes qui vont prendre de l'ampleur. C'est le phénomène que j'appelle le phénomène domino. C'est-à-dire que ces réseaux hyper connectés, c'est comme ça qu'on les appelle, il y aura un effet quelque part, une fausse donnée, une attaque quelque part peut avoir des conséquences globales. Donc ça, c'est quelque chose. Donc il faut mettre moi j'appelle ça des architectures en coupure. Il faut arrêter le mal à des endroits donnés. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis on aura aussi l'effet viral, mais qu'on connaît déjà, c'est-à-dire qu'une faille quelque part dans une voiture, un équipement, etc., pourra se dupliquer sur toute la flotte. Et là, je parlais de mise à jour. La mise à jour d'une flotte de véhicules, c'est beaucoup plus compliqué que la mise à jour de nos PC.
Mais effectivement, il faudra... J'allais dire, la Smart City, pour moi, le gros problème, c'est de faire travailler des gens ensemble. Et c'est ça déjà la grande révolution. C'est-à-dire des services qui ne se parlaient pas. C'est par la donnée qu'ils vont travailler ensemble, et ça, c'est quand même formidable. Alors, je voudrais vous remercier à tous pour votre temps, votre disponibilité. Et personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai appris beaucoup de choses dans cet échange. Je voudrais peut-être juste faire une synthèse très rapide pour l'audience. Le sujet de la ville connectée, de la ville intelligente, c'est surtout nous faire comprendre qu'on est face à des changements colossaux, que ce soit dans nos habitats, avec les équipements que l'on achète, les risques que l'on prend sans le savoir et la responsabilité dont on doit être maintenant conscient pour ne pas, malgré nous, devenir des pirates. La ville dans laquelle on vit, qui est une ville qui doit être à la fois bienveillante, sécurisante, mais également qui doit nous surveiller. Et le fait que les réseaux sociaux ont changé le paradigme entre ce qui est privé et ce qui est public. Si on accepte de publier en continu des photos de sa vie, de son intimité, il faut aussi accepter que la ville puisse nous surveiller, nous filmer, nos plaques d'immatriculation, de manière à pouvoir détecter les situations à risque de celles qui ne le sont pas. Et puis, dans l'espace urbain, il y a des véhicules qui se déplacent. Aujourd'hui, le modèle qui prime, c'est celui de la propriété privée. Dans 5 ans, on va voir ce modèle globalement disparaître. On aura des véhicules autonomes qui seront en location en temps partagé. Alors, ça va être également un enjeu pour les municipalités parce qu'il va falloir trouver de nouvelles recettes fiscales. Ça ne sera pas le stationnement, ça ne sera pas les amendes. Donc, il faudra également se réinventer. Mais la ville sera à la fois plus sûre, son air sera plus pur et il y aura moins de bruit. Et voilà. Et donc, je pense que ce sont les grands enjeux et je pense que c'est bien de pouvoir en parler ici, à Nice, puisque c'est une ville qui est très en avance sur ces sujets. Et donc, j'ai pas de doute qu'on aura l'occasion de se retrouver peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans pour mesurer les progrès accomplis. Merci. Merci.